l'administration, monsieur le ministre de l'Enseignement, chers collègues. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous présenter mes excuses pour le retard accusé, qui est dû malheureusement au fait que, ou heureusement, que nous avions une séance parlementaire ce matin et qui portait précisément sur une question en lien avec le sujet que nous avions à échanger avec vous aujourd'hui sur la cybersécurité et la cybercriminalité, puisque nous amendons nos tests pour donner plus d'opérationnalité à nos services intervenant dans ce domaine. Je voudrais également remercier le directeur général de l'État pour l'opportunité qu'il offre d'abord au monde du gouvernement. Mes collègues ont certainement déjà dit la même chose ce matin, mais particulièrement l'occasion de pouvoir échanger avec vous. C'est moins une communication que je vais délivrer qu'un échange. Et je dois dire que je suis très intimidé d'abord par le parterre que vous représentez et les invités que je vois parmi vous. Mais surtout, ça me rassure en même temps que nous avons une part de la crème de l'élite administrative de notre pays qui pourrait partager cette réflexion avec nous aujourd'hui. Et donc, vous me pardonnerez de ne pas aborder le sujet sous l'angle académique. Vous ne verrez pas d'arrêt cité, vous ne verrez pas de jurisprudence abondante. Donc, en deux parties, je le mentionnerai bien évidemment, mais j'essaierai de déroger de temps en temps. Je pense que vos sœurs qui sont ici nous excuseront de sortir un peu de talent. L'actualité du jour nous plonge de plein pied sur le sujet que nous partageons. Nous avons subi une attaque pour la troisième fois très tôt ce matin à Monogossi, Ouanga, sur les limites du Burkina. Vous voyez à peu près le képi du Togo, c'est à peu près là. Si vous vous déplacez vers l'est, nous avions subi à Takandi. Puis nous avons subi les premières attaques au niveau de San-Louaga. Si vous mettez un curseur, vous voyez que dans toute notre largeur de la limite avec le Burkina, on commence à avoir des freins pour faire des ouvertures. Cette question, elle est fondamentale. Quand on est à Lomé, on a peut-être le sentiment d'être trop éloigné du théâtre d'opération et donc de le vivre un peu comme si ça se passait dans un autre pays ou sur un autre continent. Mais je vous rappelle que les cellules terroristes ont été annoncées dans Lomé en 2019 déjà par le président de la République. Ça fait donc depuis 3 ans que nous sommes prévenus que dans notre environnement proche, il y a la possibilité d'être frappé à tout moment. La question n'est pas si on va être frappé, la question c'est quand. Aujourd'hui, notre préoccupation n'est pas de savoir si on va l'être, c'est quand. Puisque, si vous reprenez la petite histoire récente, l'attaque qui a eu lieu à Grand Bassam en Côte d'Ivoire ciblait d'abord Lomé. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la faille pour faire les attaques à Lomé qu'il y avait une opportunité d'une visite d'un sous-secrétaire d'État américain à Bassam à l'époque vers un musée. Eux, trouvant la faille, ils ont déporté leur action sur Grand Bassam. Donc nous restons toujours une cible. Nous avons un engagement international sur les théâtres maliens, sur d'autres théâtres. Nous sommes aujourd'hui la première force policière au Mali, dans la MINUSMA, la deuxième ou la troisième force militaire, en termes d'effectifs. Et même si nous ne tenons pas, nous ne sommes pas des troupes combattantes, au sens où nous allons au fond, au contact direct, parce qu'au Mali, par exemple, nos forces tiennent des hôpitaux, nous restons quand même une cible. Ce qui est visé aujourd'hui, c'est le drapeau togolais. Pour quelle raison? Il y a une poussée terroriste, bien évidemment, sur toute la région du Sahel, nous le savons, nous connaissons le contexte politique. Les derniers coups d'État dans notre espace CEDEAO n'ont pas arrangé les choses, bien au contraire. En créant des instabilités au niveau des gouvernements, il y a eu des ouvertures. Et puis, en remettant en cause peut-être quelques modes contractuels ou modes opératoires que les précédents gouvernements au Mali ou même au Niger d'ailleurs, même s'il n'y a pas de coup d'État au Niger récemment, au Burkina Faso, et en particulier la chute de Blaise Compaoré, et les modes de dialogue qui étaient mis avec quelques groupes rebelles, pour les appeler poliment comme ça, ont été effrités, puisque les nouveaux arrivants n'avaient pas les mêmes dialogues, les mêmes accords tacites ou implicites avec ces groupes, et donc la poussée devient très forte. Mais attention, c'est une poussée qui prend toute la région, prenez Moyen-Orient, l'envahissement du Sahel, l'État par l'État islamique, et qui aujourd'hui fonctionne en franchise avec différents groupes
terroristes qui existent, Boko Haram, même si son chef a été assassiné rapidement, l'organigramme s'est remis en place, et il y a des accords entre l'État islamique, Boko Haram, chez nous, pour ne prendre que nos espaces, le GNIM, qui est une autre branche encore également, et qui sont en train de frapper, de la pousser au nord de notre pays. Nous avons deux groupes essentiellement qui font pression chez nous, mais le groupe qui nous frappe le plus aujourd'hui, nous le savons, nous le connaissons, c'est le GNIM. Je voudrais, en remettant un peu ce cadre, simplement rappeler, j'avais sollicité très poliment du directeur de l'INA, que pour la franchise des échanges, j'aurais souhaité effectivement qu'il n'y ait pas d'enregistrement de cette communication et que vraiment vous fassiez l'effort de respecter cela. Parce que c'est quand même le premier caractère d'un administrateur de haut niveau, que de pouvoir écouter certaines vérités sans forcément les matérialiser par des supports. Autrement, on biaisera la sincérité de l'échange et la vérité de ce que nous souhaitions partager avec vous. Alors nous avons un foisonnement quand on prend la notion d'administration et la notion de sécurité mis côte à côte. Il y a un vrai défi à corréler les deux notions. Dans le contexte que je vous ai décrit très brièvement, problème politique, problème sécuritaire récurrent de la sous-région. On peut même rajouter aujourd'hui une dimension humaine qui n'est pas encore véritablement perceptible chez nous, dans notre pays, c'est la dimension de la pauvreté, qui est un terreau fertile dans les autres pays, mais qui n'est pas encore chez nous, même si la région des savanes est une des régions les plus pauvres, ou la plus pauvre statistiquement dans notre pays. Tous les indicateurs le démontrent, hein, ce n'est pas une réalité qui nous est inconnue, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a un programme d'urgence, une conjonction de facteurs qui sont mis pour relever le développement. Nous n'avons pas encore aujourd'hui l'exploitation du facteur pauvreté dans les critères d'insécurité sur nos territoires. Les attaques que nous subissons sont des attaques extérieures sur nos territoires et non des attaques endogènes. Ce ne sont pas des Togolais qui sont des kamikazes, qui sont désespérés, qui abandonnent, qui, pour réagir d'une manière ou d'une autre, adhèrent à des idéologies. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et pour cause, le gouvernement a anticipé de très longue date, avant même le PND, avant la feuille de route actuelle, la restructuration de notre schéma de sécurité en entier. Le PND est venu en renfort du dispositif qui avait commencé déjà, et la feuille de route est venue lui donner encore plus d'énergie, pour le rendre plus robuste. Pour remonter très brièvement, historiquement, dans la partie la plus proche, les grands efforts de réforme sécuritaire dans notre pays ont commencé à partir de 2005 avec l'arrivée du président Faure, parce que nous avions une réputation très ancienne de pays stable, de pays de sécurité, depuis 1967, pour remonter au dernier coup d'État que nous avions eu. Et de 67 jusqu'en 90, nous avions plutôt eu de la stabilité, donc on a eu de la sécurité. À partir des années 90, les mouvements que nous avons connus ont créé malheureusement une fragilisation de notre tissu social, avec malheureusement pour un élément qu'on ne prend pas souvent en compte quand on aborde la question de la sécurité, c'est la psychologie des citoyens. C'est-à-dire le fait qu'on puisse dérégler la notion d'autorité, la notion d'ordre, au titre de la démocratie ou des libertés. La notion de liberté, considérée comme sans limite, a parfois été un facteur de fragilisation dans la sécurisation de nos territoires. Mais, bon an, mal an, avec la crise économique que nous avions connue, les mesures 15 ans de suspension de coopération, le volet sécuritaire a été le moins impacté possible. Il a subi un impact très fort, et notamment en particulier les forces de première et deuxième catégorie, la police et la gendarmerie, ont subi un très fort impact, en particulier sur le recrutement, sur l'avancement, la promotion, la formation de notre jusqu'à la prise de la coopération en 2017. Donc, à partir de 2005, avec l'arrivée du président Faure, un effort de restructuration de tout notre dispositif sécuritaire a été mis en place et a permis d'avoir un certain nombre de flux aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes à l'épreuve. Aujourd'hui, notre dispositif est en train d'être testé grandeur nature pour savoir si véritablement il est efficace, quelles sont les poches de faiblesse et qu'est-ce que nous devons renforcer. Premières réformes importantes sont intervenues à partir de 2006, avec le remplacement d'un point de vue du renseignement du centre de traitement des renseignements qui existait antérieurement par l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, que tous connaissons. Je vais en parler encore un peu plus rapidement. En 2007, restructurer le statut des forces armées togolaises, en faisant un nouveau statut, avec de nouvelles unités, de nouveaux commandements, un renforcement des conditions physiques, matérielles et d'entrée dans le corps, et
une féminisation de la fonction militaire. Élément fondamental pour connaître, parce que pendant longtemps, nous avions historiquement un problème avec la féminisation du corps des armées, puisque nous avions subi fin 79 début 80, pendant la période de la présidence Ronlis au Ghana, une infiltration importante de nos forces de sécurité à l'époque, et notamment par des mariages, et qui avaient été, les Ghanéens nous avaient en gros filé quelques jeunes belles dames pour infiltrer nos gars, c'est du type, et puis le président Yadema avait à l'époque pris des mesures drastiques pour sortir quelques femmes de là. Mais on a recommencé après avec le recrutement d'abord dans la police et la gendarmerie, et puis maintenant, on ouvre aujourd'hui l'armée à cette question. C'est pour vous dire que ne vous fiez pas aux apparences. La question de la sécurité, c'est quelque chose qui est au-delà du matériel habituel, du physique que nous voyons, qui est d'abord un élément psychologique, un élément d'infiltration, un élément qui met le renseignement avec la capacité d'organisation opérationnelle de notre groupe. Puis en 2014, le processus a continué avec une régionalisation des forces, c'est-à-dire le dispositif. Si nous avions une carte, je vous aurais montré. Jusqu'en 2014, nous avions à peu près un camp par région, sauf la région centrale. Donc, vous avez Nkrumah dans les Savanes, vous avez le camp général Amei dans la région de l'Ankara, et puis la région centrale n'avait pas de camp. Vous retournez à Témédia, avec le camp de Témédia, et vous revenez à Lomé avec le camp général Yassine Yadema, le camp d'Adito Gomé, avec les différentes forces qui sont stabilisées. Ce schéma qui tenait la colonne vertébrale du pays compte tenu de la géographie de notre pays et de la topologie de nos terrains, a été efficace. Ce qui faisait qu'en termes d'attaque sur notre territoire, nous avions au moins un dispositif très rapproché qui permettait de réagir instantanément. Mais on a revu à peu près, en refaisant un peu une évaluation sécuritaire du schéma d'occupation de notre pays, et le dispositif a été renforcé avec un changement de paradigme complet à partir de 2014 avec la régionalisation, en créant une région militaire au nord, à Bilita jusqu'à Dabaron, et puis une région militaire au sud, et un déploiement dans ces deux régions de 3 secteurs. Donc chaque région est divisée en secteurs, et chaque secteur est commandé par un officier supérieur. Et puis dans la foulée, il nous avait semblé important de renforcer nos latéraux. C'est pour ça que la région centrale, on a créé un nouveau camp là-bas avec l'installation du 23e bataillon d'intervention motorisée qui s'est installé. Et puis ici à Joula, également pour renforcer ce côté, puisque à Dito, comme on couvrait la partie ouest, maintenant nous avons une couverture vers la partie est. Et puis aujourd'hui, la région centrale également dispose d'un camp. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui un camp militaire par région avec la prise de contrôle sur les latéraux. Et aujourd'hui, nous allons renforcer le côté ouest en niveau de Dampé, avec la création d'une unité mobile qui sera installée également là. Ça nous donne un schéma de couverture important. Les troupes que nous avons connus en 2017, beaucoup ont pensé que ceux qui sont à l'entrée de Sokodé, quand vous arrivez à l'entrée de Sokodé, ceux qui font le contrôle à l'entrée de Sokodé, étaient des troupes déportées de Karak. C'est des troupes résidentes. C'est ceux du 23e qui sont là-bas et qui font ce contrôle à l'entrée. Pendant les troupes de 2017, on a eu un renfort qui est venu éventuellement des bérets rouges de Karak, mais qui ont été repliés très rapidement après. Et donc, ce que vous trouvez sur place dans Tchaoudja aujourd'hui, dans la région centrale, sont bien des troupes résidentes qui font partie de notre nouveau dispositif sécuritaire qui a été mis en place. Alors, vous voyez que quand j'évoque la question de sécurité, je parle des militaires. Et ça peut embrouiller un peu l'esprit. Parce que, techniquement, académiquement, il faut quand même resituer un peu le concept et les mots que nous utilisons. La notion de sécurité et administration, je ne définirai pas, vous êtes à l'école nationale d'administration, je ne sais pas, vous savez ce que ça veut dire, donc je n'insisterai pas là-dessus. Mais sur la notion de sécurité, on a parfois des confusions entre les notions de sécurité, les notions d'ordre public, les notions de police administrative, de police judiciaire. Je ne vais pas rentrer dans ces définitions qui sont très juridiques, qui sont liées à l'exercice des pouvoirs juridiques et à la puissance publique. Mais la notion de sécurité aujourd'hui, tout en étant dans le triptyque traditionnel de la notion d'ordre public, nous connaissons, commence à devenir une vraie notion autonome. Et elle s'autonomise principalement sur la sécurité des personnes et des biens, pour ce qui concerne la sécurité intérieure de l'État. Alors, elle se distingue un peu de la salubrité de tout ce qu'on connaissait avant, mais elle commence à prendre une fois corps parce que, précisément, quand vous regardez même dans la jurisprudence française, les dernières attaques à partir de 2015 ont changé la perception de la notion de sécurité, qui n'est plus simplement une sécurité d'un point de vue de l'exercice des pouvoirs de l'administration, mais également une sécurité physique. Une sécurité physique.
et qui déborde même toutes les notions comme celle des voies de fait, etc. Donc, je reste un petit peu dans ce cadre. La notion de sécurité, je l'aborde exclusivement sur la sécurité des personnes et des biens. Mais je l'augmente ici, et vous avez pu le constater dans mon rappel historique, je l'augmente ici de la dimension sécurité, intégrité du territoire. Et la sécurité des personnes et des biens, mais également la sécurité de l'État, en tant que territoire, population, effectif que vous connaissez, et en particulier sur la dimension territoriale de la sécurité, en y incluant à la fois une sécurité intérieure et une sécurité extérieure. La sécurité extérieure, c'est ce que traditionnellement on appelle la défense nationale. Donc, ne soyez pas surpris si j'aborde à la fois les questions de sécurité intérieure et les questions de sécurité extérieure, parce que dans le contexte actuel, on arrive probablement à lier les deux. On est obligé de lier les deux. On n'a pas le choix. Les questions de maintien de l'ordre aujourd'hui en temps de ville ne peuvent pas se distinguer aujourd'hui des risques que cela peut engendrer sur la sécurisation de nos frontières et la pénétration par des forces extérieures dans le champ de notre territoire avec la possibilité de créer des troubles et de l'instabilité. Donc nous abordons la question à la fois sur la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Deuxième, vous verrez, dans le rappel historique que j'ai fait, je me suis arrêté en 2014, mais on pourrait aller plus loin que 2014. Continuer encore jusqu'en 2019. Je fais un petit saut, parce qu'en 2019, et vous verrez l'importance de l'anticipation par l'administration des risques sécuritaires avec une évaluation constante. Quand nous avions commencé en 2019 la révision constitutionnelle, elle ne portait pas du tout sur des questions de sécurité. Elle portait sur des questions, des préoccupations politiques, limitation du mandat présidentiel, reconstitution de la Cour constitutionnelle. Et puis, beaucoup se sont demandé mais pourquoi ils sont allés toucher à l'article 94 de la Constitution. Parce qu'à l'article 94, à l'époque, nous avions 15 jours pour les états d'urgence et l'état de siège, décrété initialement par le président de la République, et nous l'avons porté à 3 mois. Dans un contexte qui, effectivement, nous avait été inspiré, entre autres, par les événements de 2017 et 2018, et qui faisait qu'il fallait rallonger ces temps-là, même si ces événements de 2017-2018 n'avaient pas de portée sécuritaire très importante pour l'ensemble de la sécurisation nationale, mais il y avait quand même un risque sécuritaire interne suffisamment important, et particulièrement parce qu'à l'époque, un certain nombre de mouvements internes avaient des connexions avec l'extérieur, notamment avec le Hezbollah, et en particulier avec un risque de financement par des circuits qui étaient utilisés par le Hezbollah, et aussi des contacts présumés, en tout cas, quelques éléments d'information laissaient penser qu'il y avait des contacts réguliers avec ces groupes à l'extérieur. Et donc on ne pouvait pas ignorer la possibilité que des forces extérieures saisissent l'opportunité des troubles internes, politiques internes, pour pouvoir accroître leurs propres possibilités. Mais rappelez-vous, dans le même contexte également, on avait ici la possibilité d'organiser un sommet Israël-Afrique. Et naturellement, à partir du moment où vous avez Israël dans un pays, ça, c'est un aimant qui attire à peu près tout et rien. Et le risque de tous les anti-sommets Israël-Afrique également commençait à se citer. Donc nos indicateurs sécuritaires du renseignement commençaient à bouger dans tous les sens, et naturellement il fallait renforcer les dynamiques sécuritaires internes en prenant en compte la possibilité d'une infiltration extérieure sur notre territoire. Donc en 2019, au moment de la révision constitutionnelle, il nous avait paru intéressant d'accroître le délai initial d'un état d'urgence ou d'un état de siège pour permettre une réaction plus confortable si on était confronté à cette situation. Ça, c'est la capacité d'anticipation de l'administration dans la construction des piliers de la sécurité. Et dans la foulée, le professeur Bokoroko est ici, c'était très intéressant, le professeur Baudard aussi. Nous n'avons pas de législation sur l'état d'urgence et l'état de siège antérieurement à cela. Contrairement aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui eux avaient hérité pour la plupart de la législation française de 1955 sur l'état de siège. Et donc chez nous, il a fallu construire tout un droit de l'état de siège, notamment par l'ordonnance que vous avez aujourd'hui sur la mise en œuvre de l'état d'urgence au Togo. Alors nous avons toujours une fenêtre de tir qui est morte aujourd'hui et qu'il faut rapidement combler, vu l'intensité des événements, c'est qu'il nous faut une législation sur la mise en œuvre de l'état de siège. Et je me rappelle à l'époque, le professeur Bokoko demandait s'il ne fallait pas faire un test unique. On avait parlé de cette question. S'il ne fallait pas faire un test unique pour encadrer, mais l'urgence à l'époque, c'était plutôt de régler les questions de la mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'état d'urgence sanitaire qui commençait à se pointer à l'horizon. Mais aujourd'hui, nous avons un droit de l'état
d'urgence, on n'a pas un droit, mais il faudra vite combler, de l'état de siège. Si les attaques se poursuivent et montent en intensité, il n'est pas exclu que nous basculions dans un état de siège dans la région centrale. Pour la simple raison qu'avec l'occurrence, aujourd'hui nous sommes à peu près à une attaque par mois si on prend sur les trois dernières attaques, et les tentatives qui arrivent, et puis le foisonnement qui se passe au niveau du Burkina, vous avez entendu les 100 morts, etc. Il n'est pas exclu que l'état de siège s'installe, et si l'état de siège s'installe, il faut rapidement pallier au droit qui va encadrer ce moment-là, parce que c'est une prise de contrôle de l'administration par l'administration militaire. Là, sous l'état de siège, nous avons une administration civile qui est en place, c'est pour ça que c'est le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, qui est le coordonnateur de l'état d'urgence aujourd'hui, que ce soit sanitaire ou sécuritaire, mais si on bascule en état de siège, il y a une urgence à trouver les solutions, les palliatifs. On y travaillera ensemble avec vous pour pouvoir régler ce problème. Donc, quand vous reprenez la feuille de route du gouvernement, je ne parlais pas beaucoup du PND, le ministre Nadjaba en parlera longuement. Je voudrais simplement vous indiquer les trois axes dont mes collègues ont certainement déjà parlé ce matin, et vous dire que tous les trois axes concourent à la sécurité au sens de sécurité intérieure et de sécurité extérieure. Nous avons dans l'axe numéro 1 une ambition 3 qui dit clairement assurer la sécurité, la paix et la justice pour tous, parce que l'axe stratégique numéro 1 précise renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Alors la partie garantir la paix, c'est celle qui appelle immédiatement les notions de sécurité et de défense nationale. Elle s'exprime dans l'ambition numéro 3, sécurité, paix, justice. Et puis, l'axe numéro 2 qui parle plutôt de la création d'emplois, on ne le voit pas véritablement comme un axe sécuritaire, mais précisément, vous savez, les grandes frustrations qui dégénèrent à l'interne, dans la sécurité intérieure, les grands conflits qu'on a à l'intérieur, viennent d'avoir des frustrations individuelles. Et la captation possible du perdant, de tous ceux qui sont oisifs ou désireux. Et donc la nécessité de renforcer notre sécurité impose nécessairement de créer les conditions d'un emploi pour l'ensemble de nos jeunes, de sorte à pouvoir les désintéresser à toutes les séductions liées à des mouvements qui pourraient avoir des incidences sur la sécurité. Et puis vous avez l'axe numéro 3, qui est l'axe stratégique, qui ne fait pas tout de suite voir le schéma fondamental de la sécurité. Mais quand vous reprenez par exemple sur faire du Togo une référence régionale dans le digital, et le troisième qui porte sur mettre le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités, donc la mission 10 et la mission 7, portent directement sur les questions de sécurité. C'est mettre le développement durable et surtout l'anticipation des crises futures. Donc quand vous prenez l'axe 1 sur la paix, la justice, et vous prenez ensuite l'axe numéro 3, vous avez les deux grands piliers qui portent la sécurité dans la feuille de route du gouvernement. Comment cela se traduit-il actuellement? Très rapidement, pour aborder ces questions, je vous propose d'abord de voir un peu d'une manière comment on administre la sécurité ou comment la sécurité est administrée chez nous, et puis d'aborder probablement dans une deuxième partie comment nous pouvons sécuriser l'administration. En partant de ces éléments du pilier, de la feuille de route que nous avons décrite, des définitions que nous avons données et du rapport historique que nous avons rappelé aujourd'hui. Et à ce moment-là, on verra quel est le rôle fondamental des administrateurs que vous êtes et que nous sommes dans le jeu de rôle que nous devons prendre autant dans l'administration de la sécurité que dans la sécurisation de l'administration. Alors, pour aborder la question de l'administration de la sécurité, dans un premier temps, je voudrais vous proposer d'aborder ce sujet sous les deux angles du mot administration. D'abord, l'administration de la sécurité suggère, d'un point de vue organique, l'administration en tant qu'institution qui va gérer la sécurité. Quelles sont les institutions qui interviennent dans la gestion de la sécurité dans notre pays? Et puis ensuite, l'administration en tant qu'acte matériel de gestion. Quels sont les pouvoirs ou les prérogatives de puissance publique qui sont organisés pour la gestion de la sécurité dans notre pays en tenant compte des orientations de la feuille de route, du cadre historique que j'ai évoqué, du contexte sécuritaire et politique dans lequel nous évoluons actuellement. Sur les institutions qui gouvernent la sécurité chez nous, on peut les classer arbitrairement entre des institutions opérationnelles, ou en tout cas des institutions chargées de gérer des opérations. Le mot opération, je le mets vraiment entre guillemets, et puis des institutions d'information, celles qui sont censées nous donner de l'information, en gros, pour dire du renseignement. Mais le mot renseignement n'est pas très bon parce que
il inclut une part d'espionnage et une part d'information légale, ce qui relève de l'intelligence, pour dire les choses simplement. Pour le prendre d'un point de vue opérationnel, vous connaissez classiquement les fonctions de la police, de la gendarmerie, je n'y insisterai pas beaucoup. La police, police administrative, police répressive, la grande criminalité, l'information. Nous avons aujourd'hui, depuis la reprise du recrutement de la force de police, nous étions en 2005 autour de moins de 3000 forces. Aujourd'hui, nous sommes montés à plus de 5000 et avec une perspective sur 7000 policiers probablement disponibles à l'horizon d'ici l'année prochaine. Et de la gendarmerie également, nous sommes passés presque de 3000 ou de 3500 dans les années 2005, aujourd'hui à plus du double. Donc nous avons renforcé les forces, d'un point de vue des effectifs, mais également le déploiement des brigades de gendarmerie et de police, sachant la classique distinction entre la police et la gendarmerie. La police a une compétence urbaine et la gendarmerie une compétence nationale, y compris dans les zones rurales et semi-urbaines. Mais, une fois dit comme ça, à l'intérieur de chaque corps, je ne vais pas les disséquer, il y a plusieurs petites unités qui sont spécialisées sur les questions liées au terrorisme, à la grande criminalité et puis aux fonctions classiques routinières de la police administrative et de la police judiciaire. Mais à côté de ces deux, et je voudrais insister surtout sur le statut de la gendarmerie avant d'aborder une troisième force que vous connaissez, ce sont les forces armées togolaises. La gendarmerie togolaise a un statut mixte. Ne mettez pas le micro, vous n'aurez pas le droit d'enregistrer ce que j'ai dit. Donc, la gendarmerie togolaise a un statut mixte parce que c'est un statut militaire, mais avec des fonctions militaires et civiles, les fonctions civiles étant des fonctions de police. C'est pour ça que la gendarmerie, tout en relevant des forces armées, c'est la quatrième arme des forces armées, est mise pour emploi auprès du ministre de la Sécurité. Et intervient également dans la sécurité intérieure. Donc vous avez la police et la gendarmerie qui classiquement font du maintien d'ordre, de la sécurité à l'intérieur, qui sont les premières forces de sécurité intérieure du pays. Et puis vous avez à côté les forces armées togolaises, qui elles sont structurées en 5 armes en réalité. On n'en connaît que 3 qui sont les plus populaires, les 4 premières qui sont les plus populaires. Il y en a 6 en réalité. Mais il y en a que 4 qui sont les plus populaires, c'est les forces, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale, la gendarmerie que j'ai évoquée, la musique des FAT, et la 5e, je crois que c'est la garde d'honneur. Et le rôle des forces armées togolaises n'est pas visible d'un point de vue interne, pour la simple raison que les forces armées togolaises ont une mission de défense nationale et sont d'abord positionnées, le dos tourné vers l'intérieur, le regard tourné vers l'extérieur. Ils sont sur nos frontières en regardant l'extérieur. Alors c'est vrai qu'historiquement, quand on n'avait pas suffisamment d'effectifs, parfois, quand on arrivait sur des mouvements un peu qui dépassaient nos effectifs, naturellement, on faisait appel à la force de 3e catégorie, qui sont les forces armées togolaises, en renfort des 2 premières pour le maintien d'ordre. Mais ce n'est pas leur rôle classique. Elles n'interviennent que lorsque le niveau de violence ou le niveau de risque est suffisamment élevé pour qu'on ait besoin d'un rapport d'effectifs. Et là, je fais une parenthèse pour vous expliquer l'une des dispositions importantes de la loi sur les manifestations publiques qui est intervenue en 2019 et qui revient encore et qu'on a rectifié, mais qui amène à la raison fondamentale de cette loi. C'est que dans les mouvements de 2017-2018, une des stratégies, et manifestement ce qu'il avait fait avec quelques informations de sécurité, ou en tout cas sur l'état de nos effectifs de police et de gendarmerie à l'époque, était de faire déborder les effectifs de police et de gendarmerie, de sorte à pouvoir créer un vide sur les troubles dans un certain nombre de villes. Et l'une des stratégies portait sur l'organisation simultanée de plusieurs manifestations, parce qu'elle mobilisait de l'effectif d'encadrement des manifestations et qu'à partir du moment où nous n'avions pas suffisamment d'effectifs pour pouvoir encadrer simultanément plusieurs manifestations dans les villes, on était obligé de faire recours à un supplément d'effectifs venant des forces de défense et de sécurité. Et l'idée, c'était donc de faire en sorte que ces personnes puissent entrer en jeu et qu'on puisse les titiller suffisamment pour que, n'étant pas des spécialistes du maintien d'ordre, naturellement, les réflexes militaires pendant les réussis, il y aurait suffisamment de travail. Je vous rappelle, un acteur politique à l'époque avait dit à l'époque, ce sont des administrateurs, ils sont tenus par le secret professionnel et la confidentialité de ce qu'on leur dit. Mais je vous dirai votre responsabilité tout à l'heure par rapport à cela. Avait évoqué le fait qu'il fallait avoir un quota de morts nécessaire pour faire agir la communauté internationale. Vous voyez, vous ne pouvez pas, en tant qu'administrateur, oublier le fait que les acteurs politiques nationaux ou internationaux, pour atteindre leur fin, peuvent aller sur des considérations qui chosifient la vie humaine. Et que face à cela, un gouvernement, un administrateur qui est chargé d'assurer l'intérêt général
la protection des populations doit prendre les dispositions nécessaires pour contrer ce genre d'idées machiavéliques qui peuvent être développées politiquement pour atteindre des objectifs. Et donc, l'une des raisons qui a amené à la suppression ou à la soumission à la disponibilité des effectifs d'organisation simultanée de plusieurs manifestations dans les villes est venue de cette considération-là. Nous devons avoir les disponibilités nécessaires pour encadrer les manifestations, pour qu'elles se passent démocratiquement, qu'elles se passent en préservant la vie et l'intégrité physique des manifestants. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons dit qu'on ne pourrait pas faire plusieurs manifestations dans les villes. On pourrait le faire à condition que nous disposions des effectifs nécessaires pour faire les encadrements qu'il faut. Donc nous avons ces trois forces qui existent: police, gendarmerie, forces armées togolaises. Mais vous avez à côté de ces forces des unités très spécialisées. Dans le contexte actuel, elles sont très utiles. Et encore là, c'est le génie des administrateurs d'avoir anticipé la chose. À partir de 2021, l'armée togolaise, le ministère des Armées a créé deux unités importantes. La première, c'est le GILAT, le groupe d'intervention de lutte contre-terroriste, qui est une unité nationale, à compétence nationale, et qui est spécialisée sur l'antiterrorisme et la grande criminalité, et qui dispose d'unités mobiles dans différentes villes dans notre pays. Actuellement, ils sont installés dans 5 villes. Kanté, Adeta, Lomé, aéroport également, etc. Et puis, vous avez une deuxième unité qui est une spécialité, mais il faudrait réfléchir aussi à cela. C'est le groupe des forces spéciales, le groupement des forces spéciales. Nous avons créé un groupement des forces spéciales le 2 avril 2021 qui est positionné aujourd'hui à Sotobois. Mais contrairement aux forces spéciales des autres pays, nous avons choisi un schéma de force spéciale qui est très atypique pour nous. Les autres forces spéciales dans les autres pays sont des unités compactes, recrutées, spécialement formées et dédiées à la fonction de force spéciale, et qui sont des forces dont les missions sont, alors je vais vous le dire en plus simple, elles sont chargées de toutes les missions qui sont en dehors des missions classiques. Elles sont spéciales. Les missions classiques étant dévolues aux forces habituelles, police, gendarmerie, mais nous avons une unité spécialisée qui peut faire des interventions, des opérations choc. Il n'est même pas exclu dans un contexte sécuritaire actuel, y compris des opérations barbouzes, il faut le dire. C'est le rôle d'un État de sauvegarder sa population, y compris par tous les moyens de force que nous avons. Donc leur rôle est de sécuriser nos territoires, de lutter contre toutes les prises d'otages, les infiltrations, les attaques que nous pouvons avoir de toutes sortes. Ce sont des hommes aguerris à l'exercice et qui sont aujourd'hui basés, qui peuvent avoir des unités dans différentes parties de notre territoire également. Donc, nous avons un dispositif, si vous voulez, institutionnel, comme je vous ai dit d'abord, qui trouve notre colonne vertébrale avec des unités mobiles qui renforcent le schéma institutionnel initial et qui nous donnent une certaine agilité face à l'adversité que nous pouvons subir d'un point de vue sécurité intérieure ou sécurité extérieure. À côté de ces forces, j'évoquais la spécialité de nos forces spéciales. La plupart des autres pays, quand vous regardez aujourd'hui, ont une force compacte. La nôtre, elle est composite. Elle est composite parce qu'elle emprunte différents corps et à différentes spécialités des autres unités, police, gendarmerie compris, avec des autres unités de forces armées. Vous avez un peu de l'armée de l'air, des fantassins, vous avez un certain nombre de marins par spécialité. Et je n'ai pas évoqué le corps des fusiliers marins, qui est un corps de commando qui, lui, s'occupe de la côte ici et veille éventuellement à toutes les attaques pirates que nous pouvons avoir également, qui interviennent dans la même perspective. Est-ce qu'on doit se méfier des forces spéciales? Probablement oui, probablement non. Probablement oui, parce que quand vous regardez aujourd'hui dans les trois pays où nous sommes, les trois coups d'État qu'on a eu, ce sont des gens qui viennent des forces spéciales. Mali, Burkina Faso, Guinée, ils sont tous des militaires de forces spéciales. Nous n'avons pas peur de nos forces spéciales. Parce que simplement nous avons choisi un schéma différent, un schéma de déploiement, de construction qui est totalement différent et qui fait que nos forces spéciales sont véritablement tournées sur leur mission de sécurisation et donc il n'y a pas de peur à avoir sur la constitution ou la théorisation, si vous voulez, des forces spéciales dans les autres pays parce que quelques pays ont connu des désagréments là-dessus. Je voudrais rapidement aborder d'un point de vue des forces d'information. J'espère que les questions nous permettront d'approfondir les autres points. Sur les forces d'information, c'est purement des forces de renseignement. Nous avons des unités dans les trois que j'ai déjà évoquées, c'est-à-dire que ce soit la police, vous avez des renseignements généraux, la gendarmerie, vous avez toutes les unités de SCRIT et consorts qui font du renseignement de gendarmerie. Vous avez également au niveau des forces armées, du renseignement militaire, donc nous avons des structures de renseignement militaire. Et puis vous avez celle qui est la plus commune, c'est l'Agence nationale de renseignement du Togo, l'ANR, qui, j'avais déjà évoqué, elle est en 2006 avec des missions de recueil de l'information,
L'ANR a la double fonction de faire du renseignement intérieur et du renseignement extérieur, avec la possibilité de disposer d'unités à l'extérieur de notre pays, comme toutes les autres forces de renseignement dans le monde entier. La CIA, les forces françaises, la DGC, etc., fonctionnent tous sur le même modèle. Mais nous avons à côté de cela des petites unités intéressantes qui sont dans vos services administratifs habituels et qui font également de l'information du gouvernement. Prenons par exemple aujourd'hui le CENTIF, la cellule de traitement des informations financières, qui en réalité va faire du renseignement financier sur la traçabilité du blanchiment d'argent, sur les circuits financiers qui existent, parce qu'elle vous donne un indicateur fondamental sur, à partir du moment où vous avez un flux financier qui commence à se développer dans un certain nombre de sens, il y a une activité criminelle en vue ou en cours, ou alors la préparation d'une activité terroriste ou criminelle qui peut venir, et donc avec une atteinte possible, parce que l'argent reste quand même le moyen de cette guerre-là, y compris chez les criminels. Mais vous avez d'autres unités plus simples encore, qu'on connaît peut-être très peu. C'est l'Office central de répression du trafic de drogue et du blanchiment d'argent. C'est un office policier qui est inséré à la sécurité ici. Vous avez divers autres services, citons les derniers qui ont été créés sous l'emprise de la feuille de route. C'est aujourd'hui l'Agence nationale de la cybersécurité, l'ANSSI. L'ANSSI qui va faire en réalité du contre-intrusion, c'est-à-dire qui est chargé d'empêcher toutes les intrusions dans nos systèmes informatiques, donc dans vos systèmes administratifs, pour faire de la collecte d'informations. Donc on est plus dans quelque chose qui va faire du contre-espionnage, si l'on peut dire, et avec aussi la possibilité de faire de la contre-ingérence dans les différents systèmes, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous sous l'emprise du pouvoir et du pouvoir de puissances diverses, y compris des pouvoirs, des puissances, comme disait quelqu'un, nos amis maliens, des puissances extra-régionales. Alors, ces systèmes d'information, on ignore beaucoup d'autres systèmes d'information qui sont par exemple les systèmes d'information économique. Parce que nous avons du renseignement économique qui est important. Nous avons du renseignement judiciaire. Le renseignement judiciaire, un exemple simple, c'est celui du casier judiciaire. On oublie souvent que le casier judiciaire est un mécanisme, un dispositif de renseignement judiciaire. Parce que non seulement il donne la traçabilité, le pédigré criminel de telle ou telle personne, mais il permet de pouvoir recouper de l'information et d'anticiper, de faire ce qu'on appelle de la prédiction sur la criminalisation possible ou sur une activité terroriste en cours. Alors, le rôle important, et vous comprenez pourquoi nous l'avons informatisé, autre chose, c'est que dans l'ancien système où on avait un système de casier judiciaire manuel, la réconciliation des données criminelles, des données de police ou des données courantes n'était pas évidente parce que vous aviez des niches d'informations qui étaient cachées. En informatisant, naturellement, on permet un croisement plus facile des données. Et maintenant, il faudrait qu'on puisse le couvrir avec ce qu'on va appeler de l'information pénitentiaire, qui reste encore pour l'instant un angle mort de notre dispositif, mais qui va être ouvert très rapidement, avec l'informatisation de la détention, c'est-à-dire de toute la détention préventive, parce que le casier judiciaire ne represse que la condamnation et pas la détention préventive. Aujourd'hui, la détention préventive, elle est tracée essentiellement par les fichiers de police qui nous permettent, en les croisant avec les autres fichiers, de pouvoir savoir. Mais il y a tout un dispositif informatique et vous comprenez donc l'importance de l'axe numéro 3 que j'ai évoqué, faire du Togo une référence régionale dans le digital. Contrairement aux apparences, nous sommes l'un des meilleurs pays aujourd'hui dans l'anti-cybercriminalité en Afrique. Nous sommes l'un des meilleurs positionnés aujourd'hui. Nous avons un très grand spécialiste ici, c'est le directeur de l'ANSSI, qui est un commandant un officier de police, un officier de l'armée togolaise et qui est très spécialisé sur la question et qui dirige. À côté de l'ANSSI, nous avons monté récemment, toujours sous la feuille de route, un élément fondamental, c'est ce qu'on appelle le CDA, le Cyberdéfense Africa. Vous en avez probablement entendu parler, qui est un joint venture que nous avons monté ensemble avec une entreprise polonaise pour le Togo à 70% et ASECO pour 32%. Donc nous avons le contrôle total, si vous voulez, de CDA, de Cyberdéfense Africa. Et Cyberdéfense Africa, c'est le bras armé de l'ANSSI dans la lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité. Et puis, ils ont mis en place récemment un centre d'alerte précoce et un centre d'alerte qu'on appelle le CRT et qui permet d'avoir des dénonciations, mais de recevoir aussi des éléments d'information rapidement sur les attaques possibles de notre dispositif cyber au Togo. Mais bien évidemment, l'ANSSI également fait de la reporte d'information. Et à côté, vous avez la NID qui vient de naître également toujours sous l'emprise de la feuille de route, qui est un dispositif, normalement, c'est un dispositif d'identification, donc avec l'identification biométrique, et qui permet, d'un point de vue sécuritaire, d'identifier tous ceux qui sont sur notre territoire national et de pouvoir faire le contrôle, éventuellement, de tous ceux qui ne sont pas
des nationaux et qui pourraient être infiltrés dans nos différents dispositifs, dans nos différentes contrées pour pouvoir poser des actes malveillants. Alors, une fois encore, ces dispositifs sont des dispositifs civils, destinés à des fonctions civiles de développement, mais qui peuvent avoir une interface sécuritaire. Donc, le dispositif n'est pas affecté à la sécurité, mais peut être utilisé comme dispositif de sécurité. Vous avez des petits dispositifs internes, par exemple aujourd'hui à la documentation nationale, vous savez des passeports. Vous avez un service là-bas qu'on appelle le service interne, qui lui va faire tout le croisement. Quand vous déposez une demande de passeport, vous dites que votre acte de naissance, que vous avez fait à d'état, n'est pas vrai, qu'il y a eu des problèmes là-bas, on ne retrouve pas la souche, etc. C'est ce service-là qui s'occupe de faire cette information, de faire le croisement des données, et qui est extrêmement fiable, non pas seulement sur nos documentations, nos documents d'identification, mais c'est également le service qui gère l'immigration. Et donc, qui a tous les flux d'entrée et de sortie de notre territoire, et qui va se baser sur la loi qu'on vient d'adopter sur le séjour des étrangers, etc., pour pouvoir également renforcer la sécurité dans le contrôle des personnes. D'un point de vue matériel, je voudrais aborder la deuxième partie. D'un point de vue matériel, nous avons un dispositif normatif important. Je ne vais pas vous les citer tous. Vous avez la loi sur la sécurité intérieure, qui est aujourd'hui le cœur de celui sur lequel nous travaillons et qui nous sert de base d'appui pour l'état d'urgence qui vient d'être décrété, mais qui est une loi d'anticipation qui a été adoptée déjà avant. Nous avions une série de lois de 2012 et 2013 sur l'interception des communications. Nous avons aujourd'hui une loi sur le blanchiment des capitaux, sur le transfert des fonds. Nous avons des lois sur le contrôle des personnes, sur l'identification que je viens d'évoquer, etc. Et qui sont autant d'appuis normatifs de cadre démocratique d'exercice des fonctions de sécurisation, tout en contrôlant le déploiement capacitaire de notre puissance publique, qu'elle soit militaire, policière ou même qu'elle soit simplement juridique. Donc tous ces cadres-là, je vous invite à les lire parce qu'elles donnent une base sur l'ensemble des dispositifs que nous avons et les institutions que j'ai évoquées vont pouvoir s'appuyer là-dessus. Simplement, dans le cas comme nous sommes dans un cas pratique depuis le début de la semaine, dans le Nord, l'état d'urgence qui a été décrété, le ministre d'État a expliqué à la télé un certain nombre de pouvoirs de l'administration, mais c'est une administration civile, encore une fois, qui assume le contrôle par les préfets, par les autres, par le ministre lui-même, avec l'appui des ministères des Armées et du ministère de la Sécurité. La loi sur la sécurité intérieure va pouvoir donner donc des pouvoirs de police. Outre la police et la gendarmerie, aux forces armées togolaises, donc aux unités territoriales des forces armées togolaises qui sont sur le contrôle des frontières. Parce que, par exemple, une palpation au corps est une fonction de police normalement, police préventive. Et les forces armées n'ont pas le droit de le faire en dehors des cadres de contrôle de la défense nationale. Mais là, la loi sur la sécurité intérieure, compte tenu du cadre précis de l'état d'urgence, va leur permettre donc d'exercer ces pouvoirs de police sur la palpation, sur les descentes domiciliaires, sur les arrestations, parce que le pouvoir de police, l'arrestation est un pouvoir de police judiciaire, mais en cas de circonstances spéciales comme celle-là, les forces armées et les unités des forces armées pourront exercer ces compétences. Mais toujours dans le respect d'un cadre, dans le respect des droits de l'homme et avec l'exercice des droits de recours disponibles. Ensuite, je vous propose maintenant d'aborder très rapidement la question, non plus de l'administration de la sécurité, mais précisément de la sécurisation de l'administration. Je vous propose deux choses. D'abord, abordons la sécurité de l'administrateur, vous et moi, en tant que personne physique. Je ne vais pas trop traîner là-dessus pour vous laisser le temps des échanges. Deux éléments fondamentaux que vous devez garder constamment à l'esprit en tant qu'administrateur, personne physique. Vous êtes détenteur de pouvoir et en tant que tel, vous êtes influenceur de la décision politique. Et il n'y a pas de petit administrateur. Tout administrateur est sensible d'un point de vue de la sécurité. Ne vous amusez surtout pas avec vous-même. Vous êtes sensible, il n'y a pas de petit administrateur. Depuis, encore quand je mets administrateur, je l'élargis, je ne parle pas que de la haute fonction publique. Je parle même des plantons. Et les plus dangereux, c'est les plantons et les secrétaires. Faites attention. Vous ne pouvez pas, par exemple, en tant qu'administrateur, négliger votre poubelle. C'est une mine d'or de renseignement. Vous ne pouvez pas, en tant qu'administrateur, ne pas avoir un destructeur de papier. Et attention, ne vous fiez pas au fait que votre destructeur de papier, vous avez mis ça avec votre ça, les coupés en label. Vous devez les mélanger et les rebâcher. Parce qu'il y a aujourd'hui des systèmes de reconstitution de la documentation détruite par un destructeur de papier. Donc, en tant qu'administrateur, vous devez avoir une surveillance de vous-même, votre vie privée, fondamentale. Parce que vous êtes sous influence, que vous êtes un élément de séduction pour tous ceux qui ont envie d'influencer l'administration. Vous êtes décideur.
Si vous êtes écrivain, je donne un exemple. Un secrétaire général de ministère est souvent la première plume de son ministre. En général, il va coordonner l'écriture des lettres, il va coordonner l'écriture des discours. Si on veut faire dire quelque chose à un ministre, une prise de position, si on influence le secrétaire général, on peut influencer la prise de parole du ministre. Et donc, vous ne pouvez pas vous négliger sur ce point. Vous êtes un enjeu de séduction. Chacun a envie de vous avoir pour lui d'une manière ou d'une autre. Il faut le savoir et le garder constamment à l'esprit. Donc, votre vie privée est importante. Aujourd'hui, on a des dispositifs qu'on appelle, je donne un seul exemple, qu'on appelle mentalisme. Le mentalisme, c'est une technique psychologique qui permet d'influencer la conviction qu'un administrateur peut avoir de la politique nationale ou de la politique de sa hiérarchie.